On va d'abord accueillir un duo qui est composé de Charlotte Arbona, qui est chargée de projet innovation au sein du groupe SBN, et David Socia, le co-directeur de Natin Control. Ils vont nous parler d'une expérience particulièrement intéressante puisque c'est un laboratoire commun avec une entreprise pour un domaine très pointu, mais vous allez voir qu'il est particulièrement intéressant, c'est le biocontrôle des insectes ravageurs. Bonjour à tous. Nous sommes donc David et Charlotte pour vous présenter un petit peu Natin Control, qui est un laboratoire commun donc entre le laboratoire IES de David et donc mon entreprise qui est SBM Développement. Donc nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans le développement et la mise sur le marché de produits de protection des cultures. Et avant de vous dire deux mots sur ce laboratoire commun avec David, on va vous parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit finalement ce laboratoire qui est, comme je viens de vous le dire, la protection des cultures. Alors il faut savoir qu'une plante, un peu comme nous les hommes, où on peut être malade à cause de virus, de bactéries, voire même de champignons, et on peut se faire embêter par des insectes, comme par exemple des moustiques ou par exemple des poux. Il faut savoir qu'une plante, c'est exactement la même chose. Elle va être agressée par des agresseurs, donc qui peut être des champignons, des bactéries, des virus, tout pareil, comme des insectes ravageurs et nuisibles. Et en plus, elle a un souci supplémentaire, ça va être les mauvaises herbes. Comme elle est immobile, les mauvaises herbes vont entrer en compétition pour des ressources, comme l'eau ou la lumière. Donc, tous ces agresseurs, en fait, vont induire des pertes de récolte, voire même la mort de la plante. Il faut savoir, par exemple, que si vous prenez une parcelle de blé en France et que vous ne la protégez pas, aucune protection quelle que ce soit, il va y avoir une perte de récolte de 45%. Alors, si on prend une parcelle de blé française, qui est à peu près 70 quintaux par hectare de rendement, on perd donc 30 quintaux hectare de rendement. Alors, ça peut-être, ça vous représente rien du tout, mais globalement, si on ramène ça à l'échelle française et du blé, des parcelles de blé françaises, ça représente 15 millions de tonnes de blé perdues par an. Ce qui est énorme. Et un dernier chiffre, ça en fait, c'est 15 millions de tonnes de blé, ça représente la consommation française en blé par année. Donc en gros, si on ne protège pas les cultures, et si on ne protège pas le blé, on n'aura plus de pain en France, globalement. Donc ce serait dommage de perdre sa baguette. Et donc il y a une nécessité de protéger les cultures. Donc, en termes de protection des cultures, bien évidemment, il y a actuellement des solutions qui existent, mais certaines de ces solutions, comme par exemple les pesticides de synthèse, soulèvent pas mal de questions, sont assez controversées, pour tout un tas de raisons, et je suis particulièrement bien placé pour enseigner et faire de la recherche sur ce type de thématiques. Il y a des problèmes de toxicologie environnementale, des problèmes de persistance de ces polluants dans l'environnement, des problèmes de résistance, mais fort heureusement, aujourd'hui, il commence à y avoir des nouvelles solutions, des alternatives, et justement, une de ces alternatives, ce sont les produits de biocontrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que le biocontrôle ? Grosso modo, la définition très générale du biocontrôle, c'est utiliser des solutions naturelles pour lutter contre des agresseurs. Il existe 4 catégories, grosso modo, de biocontrôle. C'est tout d'abord les macro-organismes. Donc, par exemple, c'est utiliser la coccinelle pour manger d'autres insectes. Ça va être utiliser des micro-organismes, des bactéries, des champignons et autres qui vont, pareil, lutter contre des insectes. Ça peut être aussi l'utilisation des odeurs, des phéromones ou des odeurs de plantes qui vont attirer ou au contraire repousser des agresseurs. Et puis ça va être aussi l'utilisation d'un arsenal de molécules dans les plantes qui peuvent être utilisées sous forme d'insecticides pour tuer ou perturber le bioagresseur. Alors, en termes de marché, faut savoir que sur tous les produits de protection qui existent pour les plantes, seulement 8% en 2018 étaient représentés par du biocontrôle. Il faut savoir que depuis 2010, ce marché est en forte progression. On a une croissance à 2 chiffres depuis 2010. Le problème, c'est qu'on n'a que 8% de produits, et donc ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment de solutions de biocontrôle pour tous les besoins du marché. De plus, on a peu de produits, mais en plus, ils sont très mal répartis. Parce que globalement, on a 2 fois plus de produits de biocontrôle pour les filières, par exemple fruits, légumes et viticulture, 2 fois plus que pour les céréales. Donc on a un problème à ce niveau-là, on a besoin de nouvelles solutions de biocontrôle. Fort heureusement, on a un contexte réglementaire aujourd'hui qui est assez favorable au développement du biocontrôle.
notamment par les plans éco-phyto, où là, on va essayer de réduire les intrants comme les pesticides. Et donc, les produits de biocontrôle sont des produits majeurs pour y arriver. Et donc, par exemple, pour les jardiniers amateurs, aujourd'hui, vous savez que depuis janvier de cette année, ils ne sont plus autorisés à utiliser des produits de synthèse. Donc, on n'a que des produits de biocontrôle qui sont disponibles pour eux. Et aujourd'hui, il y a une forte incitation en fait, à faire de la recherche et du développement de solutions de biocontrôle. Alors parce que déjà essentiellement tous les besoins ne sont pas satisfaits, il y a encore beaucoup de choses à trouver pour pouvoir lutter contre ces bioagresseurs. Et puis parce qu'il y a aussi tout un tas de laboratoires qui ont des compétences dans ces domaines-là, comme par exemple le nôtre. Et il y a aussi tout un tas d'appels d'offres après Ecophyto qui sont apparus, qui effectivement sollicitent tous ces laboratoires de recherche dans le domaine du biocontrôle. Il y a même aujourd'hui un consortium biocontrôle à l'échelle nationale. Il y a même un plan national de recherche qui vient d'être publié cette année pour cultiver et protéger autrement. Donc c'est quelque chose de capital. Et notre laboratoire est souvent sollicité pour ça. D'ailleurs, c'est comme ça que nous sommes rencontrés, puisque nous avons déjà travaillé ensemble dans le cadre d'un autre programme, ce qui était appelé le consortium Green Protect, donc c'était pareil, de la recherche de biocontrôle. Et suite à ce travail, en fait, on travaillait plutôt pas mal ensemble. On s'était dit, tiens, on va essayer de développer un autre projet avec notamment, effectivement, ce système de laboratoire commun, donc un appel d'offres très particulier de l'ANR, qui vise en fait à coupler des laboratoires académiques et des entreprises privées. Alors il y en a plein des laboratoires communs. Au jour d'aujourd'hui, il y en a une petite centaine sur des thèmes très divers, physique, musicologie et autres. Et notamment, il y en a quelques-uns sur le biocontrôle. Le principe, en fait, est relativement simple. L'ANR donne au laboratoire public une somme d'argent pour faire sa recherche. L'entreprise privée donne aussi sa participation dans la corbeille de la mariée pour faire cette recherche. Et en fait, du coup, les deux acteurs travaillent de pair de façon à développer leur thématique commune. Et dans notre cas de figure à nous, c'est le laboratoire commun qu'on appelle Natine Control, pour contrôle naturel des insectes, et qui vise à développer des nouvelles solutions de biocontrôle contre les insectes ravageurs. Et donc c'est nécessaire parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre de cibles qui sont des cibles que SBM vise particulièrement, pour lesquelles en fait actuellement il n'y a pas de solution de biocontrôle. Et donc nous essayons effectivement d'innover dans ce domaine-là sur ces ravageurs-là. Et donc, le LabCom, c'est un partenariat entre une boîte privée, donc SBM ici, et un labo public, donc IES. Et donc, IES apporte toute sa recherche fondamentale sur les ravageurs que l'on travaille, et aussi toute son expertise pour des essais en laboratoire. Et SBM, nous, on apporte toute notre expertise qu'on a sur le développement, l'homologation et la mise sur le marché de produits de protection des cultures. Ce qui fait qu'avec ce partenariat, on couvre finalement tout ce qui va de la recherche fondamentale jusqu'aux utilisateurs finaux, que sont des agriculteurs ou des jardiniers amateurs. Alors, au niveau des travaux, grosso modo, la force du LabCom, c'est de pouvoir développer un programme très intégratif qui s'appuie bien évidemment sur des connaissances académiques, une technicité académique. Et donc on est en mesure, par exemple, de faire des identifications d'espèces, déterminer si les espèces, les souches sur lesquelles on travaille ont des résistances. On est aussi en mesure de faire des études comportementales. Donc est-ce que des solutions odorantes, répulsion, attraction peuvent être mises en place ? On peut aussi faire des séquençages de génomes, et donc notamment dans notre programme, nous avons pour la première fois séquencé les génomes des espèces qu'on travaille. Et l'accès à ces génomes aussi permettre de faire des analyses bioinformatiques et qui peuvent par exemple permettre d'identifier des molécules naturelles de plantes qui sont susceptibles d'interagir avec des protéines de l'insecte et donc trouver par ce biais-là finalement des acteurs à tester. C'est particulièrement intéressant de travailler de cette façon-là parce qu'en fait, on réalise des comités techniques assez régulièrement entre les deux acteurs. Et finalement, même par exemple, ne serait-ce que sur la sélection des produits à tester, il y a un échange en amont, très en amont du projet, qui permet finalement déjà, par exemple, d'éliminer tous les produits, toutes les substances qui pourraient avoir des profils toxicologiques assez délétères, néfastes, ce qui contraste énormément avec la pratique de certains gros acteurs du domaine du côté privé, où ils font des screenings de masse à l'aveugle de molécules qui parfois sont des molécules qui sont pourtant connues comme étant toxiques, mais effectivement, ils essayent quand même de voir s'il y a des efficacités. Et la chose, c'est que des molécules naturelles peuvent être toxiques et peuvent être
dangereuses. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en amont. Et en fait, dans le programme, nous, on écarte assez rapidement ce type de molécules. L'idée, en fait, c'est de garder en ligne de mire, et ça, nous, on l'a appris de la société SBM, c'est quelles sont les conditions pour mettre sur le marché une molécule, après développement, après plusieurs années de recherche, et donc notamment les problématiques de mise sur le marché de produits. Et en fait, c'est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des secteurs les plus réglementés. Grosso modo, sur un dossier de mise sur le marché, vous avez 10% qui est pour démontrer que le produit est efficace sur la cible que vous ciblez, l'insecte ravageur par exemple, et 90% du dossier restant, c'est démontrer que ce n'est pas dangereux pour l'homme et pour les écosystèmes. Donc du coup, effectivement, c'est très important de prendre en considération ces effets délétères en amont, avant même de lancer des programmes de recherche. Et en plus, bien évidemment, dans ce type de programme, on ne va plus forcément chercher de la mortalité, c'est-à-dire induire un maximum de mortalité chez l'espèce. Dans le cas de figure du biocontrôle, on n'essaye plus forcément d'éradiquer les populations de ravageurs, on va essayer en fait de contrôler les populations. Donc ça demande une étude relativement fine des événements, de la biologie, de l'écologie des espèces, et essayer effectivement de trouver des choses qui vont permettre de jouer sur ça, de façon à un peu diminuer cette pression de population de l'agresseur. Donc on vous a un petit peu présenté plusieurs points qui font que cette collaboration nous apporte beaucoup à l'un et à l'autre. Mais pour résumer, pour l'IES, le fait d'avoir cette collaboration, déjà ils ont pu avoir, grâce au sous de l'ANR, une acquisition de matériel supplémentaire dans le laboratoire, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est comme l'a dit un petit peu David, ils ont aussi la vision marché grâce à nous. Ce qui fait qu'ils ne vont jamais développer quelque chose qui est à contre-courant du marché et qu'on ne pourra jamais utiliser. Et donc ça, c'est aussi très intéressant, c'est un autre point, c'est qu'on va toujours pouvoir valoriser la recherche fondamentale et les tests qui sont faits au laboratoire. Et ça, c'est quand même très important. Pour SBM, nous, on n'a pas de laboratoire en propre, on ne peut pas faire de recherche. Et donc finalement, ce LabCom, c'est un petit peu une extension de SBM, finalement. Et donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, on pourrait peut-être faire une prestation. C'est ce genre les travaux qu'on fait, on pourrait le faire en prestation. Mais déjà, sur les cibles qu'on en travaille, c'est très, très, très difficile de trouver des labos qui ont cette expertise-là. Et puis, on a aussi une implication forte dans la rédaction de protocoles, dans les résultats qu'on n'aurait jamais avec une prestation extérieure. Et puis, il y a une autre chose qui est très intéressante aussi dans cette collaboration, c'est que le laboratoire nous apporte un œil neuf et vraiment force de proposition dans les différentes recherches fondamentales qu'on peut faire dans ce domaine-là. Sur ces histoires d'essais et de screening, de notre point de vue au niveau du laboratoire, et donc maintenant SBM aussi l'intègre bien dans sa démarche, il est important de contrôler le process de sélection et de recherche, et notamment d'éviter la prestation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les bioessais qui sont actuellement mis en place par les prestataires sont relativement normés et ne permettent pas finalement d'étudier assez finement les choses. Juste un exemple comme ça, un insecte est très sensible à la température. Une différence de température dans son environnement peut faire qu'il réagit très différemment à une solution de lutte. Et donc du coup, derrière, sur un protocole qui est normé, très standardisé, on n'est pas en mesure de faire varier cette température. Alors que nous, en fait, au laboratoire, on intègre ce type de paramètres, les modifications environnementales, l'interaction avec l'environnement, et donc on peut complexifier finalement les essais, les recherches, pour intégrer tous ces aspects-là. Sur la partie recherche au débit, c'est vrai que en plus, on peut tout simplement, au-delà de la mortalité, comme je le disais tout à l'heure, essayer d'observer un peu plus longuement sur les longs termes les effets. Et donc ça, c'est pareil, la plupart des tests qui sont faits par les prestataires observent des effets à 24, 48 heures, 2-3 jours, alors que nous, on peut des fois aller sur plusieurs semaines après un traitement pour voir si, par exemple, on a juste un retard de développement ou une altération de la reproduction de l'espèce. Et donc, pour finir, on voudrait aussi un peu vous présenter l'apport de Sorbonne Université dans cette collaboration. Donc, au-delà de l'infrastructure qu'elle nous apporte, avec les labos, avec l'accès à des serres, il y a aussi eu une forte aide de la part de l'université quand on a mis en place le LabCom. Il faut savoir que les projets ANR, c'est très lourd en termes administratifs. Et donc, la Sorbonne nous a beaucoup aidé pour mettre en place tout ça.
Et il y a aussi un autre point qui est intéressant, l'avoir la Sorbonne, c'est aussi un réseau. Donc pas plus tard que tout à l'heure, je discutais avec un nouveau scientifique, potentiellement un nouveau partenariat, qui sais-je. Donc on a finalement une mise en réseau qui est importante et une mise en contact qui est privilégiée par le fait qu'on travaille avec David, qui peut nous donner accès à d'autres laboratoires. Et sur ces histoires de réseau, et donc ça sera notre mot de fin, 8 secondes, c'est parfait, il y a aussi un intérêt, notamment du fait du positionnement de Sorbonne Université sur des alliances, notamment à l'échelle européenne ou internationale. Et donc, par exemple, typiquement, moi, en tant que chercheur, j'ai déjà interagi avec des collègues de Prague, de Varsovie, qui sont dans l'alliance KTU+, que Sorbonne Université a développée, et qui s'inquiètent aussi de ces questions-là à ces échelles de territoire, puisqu'effectivement, les ravageurs ne connaissent pas les frontières entre les pays, et donc lutter contre ces ravageurs, c'est quelque chose qui est assez général dans pas mal de pays et continents. Merci infiniment, Charlotte. Merci, David. Respecter le timing. Quand on est deux, c'est d'autant plus compliqué, donc merci pour cet effort. Je vous laisse regagner la salle, mais restez là parce qu'on aura tout à l'heure une séance de questions-réponses à la fin de cette séquence. Et j'en ai déjà une qui vous est adressée, qui m'est arrivée via Twitter. Je vous invite à nouveau à nous faire parvenir, effectivement, à nous faire partager vos questions via le hashtag Innov avec un I majuscule, de préférence InnovSU. Cette transition écologique qui nous occupe en cette fin de matinée, elle est protéiforme. On vient déjà d'avoir un premier exemple de changement de paradigme. Je reprends les termes de David, quand on cherche à contrôler les insectes ravageurs et plus à les éradiquer, ce qui, par rapport à ce qu'a été l'histoire de l'agriculture française, n'est pas une mince affaire. Il y en a d'autres, bien évidemment, dans bien d'autres domaines. Quand on parle de bitume et d'additifs, on se dit qu'en termes de transition écologique, il y a du chemin à faire. Eh bien, comment on peut concevoir un bitume plus éco-responsable et qui sera commercialisé par Total? C'est ce que va nous expliquer Laurent Bouteiller du DR CNRS. Bienvenue, Laurent. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS, à l'Institut parisien de chimie moléculaire. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter un témoignage sur une innovation issue de mon laboratoire. Donc, cette innovation, elle résulte d'une rencontre entre un laboratoire universitaire qui développe sa recherche avec une expertise pointue dans un domaine académique, et puis un industriel, en l'occurrence la société Total, qui, elle, a apporté évidemment sa connaissance du marché. Alors plus précisément, la thématique qu'on développe dans mon laboratoire, c'est ce qu'on appelle des polymères supramoléculaires. Donc vous avez l'illustration là. Donc ce sont des molécules qu'on conçoit pour qu'elles s'assemblent sous forme de longues chaînes, comme représenté sur la gauche. Elles s'assemblent sous forme de longues chaînes réversiblement. C'est-à-dire que dans certaines conditions, on va avoir les longues chaînes et donc on va avoir des propriétés qui ressemblent à celles des matières plastiques. Et par contre, dans d'autres conditions, typiquement si on chauffe un peu la température, si on élève la température, on va déplacer l'équilibre vers la droite, c'est-à-dire qu'on va dissocier les molécules et on va fluidifier fortement le milieu. Donc cette thématique, on la développe principalement pour des raisons académiques. C'est un système original, c'est un challenge de développer ces molécules parce qu'il faut pouvoir contrôler finement les interactions entre les molécules. Voilà. Alors bien sûr, on a présent à l'esprit un certain nombre d'applications potentielles. Par exemple, la réversibilité de ces systèmes fait qu'on peut imaginer faire des plastiques qui s'auto-répareraient spontanément. On peut aussi imaginer faire des additifs qui vont augmenter la viscosité de formulation, par exemple dans le domaine des cosmétiques, des lubrifiants ou des peintures. Mais on n'a pas l'expertise suffisante de ces marchés pour développer nous-mêmes ce genre d'application. Donc la rencontre, ça a été lorsque la société Total est venue nous rendre visite. Pour eux, c'était une démarche de veille scientifique. Ils nous ont expliqué un peu leurs problématiques dans le domaine des bitumes, en particulier les problèmes de mise en œuvre. Et donc, en discutant ensemble, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'essayer de développer ce genre de système, de polymères supramoléculaires, système réversible, mais spécifiquement au cas des bitumes, qui est un cas bien particulier. Donc, on a décidé de collaborer. Au bout de 2 ans, on a effectivement identifié quelques molécules potentielles qui ont bien ces propriétés-là dans le bitume. Donc, on les a protégées par un brevet. Et quelques années après, en fait, donc Total a mis au point un produit qui est déjà commercial en fait depuis quelques années, donc l'Altec Eco 2B.
produit, donc c'est un bitume qui a les mêmes propriétés que les produits concurrents, plus ou moins, les mêmes propriétés mécaniques, je veux dire. Son gros avantage, c'est de pouvoir être mis en œuvre à 160 degrés, au lieu d'au moins 230 degrés pour les produits concurrents. Donc évidemment, c'est un gros intérêt d'un point de vue énergétique, 70 degrés de moins, mais en fait, c'est surtout un avantage d'un point de vue santé publique, parce que vous avez tous déjà vu et senti un chantier de travaux publics lorsqu'ils étalent le bitume. C'est pas très agréable, mais en fait, à 160 degrés, le bitume, ça ne fume pas du tout. Il y a beaucoup moins d'émanations gazeuses. Donc c'est clairement, je pense, dans le contexte actuel de réduction de la pollution de l'air, c'est une petite contribution intéressante. Alors évidemment, il n'y a pas que les aspects techniques qui sont importants dans cette aventure. Il y a aussi tous les aspects juridiques, les étapes de négociation avec l'industriel, qui sont des choses importantes et dont il ne faut pas négliger le temps que ça prend. Et donc, heureusement, tous ces aspects sont pris en charge très efficacement par la direction de la recherche et l'innovation de SU et par la SAT Lutech, qui nous ont, que je remercie pour leur participation à ce projet. Donc, au bilan, on pourrait croire que c'est facile, il suffit d'avoir une bonne idée, de rencontrer un industriel, de discuter avec lui et puis de développer un produit. En fait, c'est clairement pas si simple. En tout cas, dans mon expérience personnelle, j'ai déposé une vingtaine de brevets dans ma carrière. J'en ai 2 qui sont en maturation grâce à la SAT Lutech et un seul, donc celui-là, qui est en fait exploité commercialement. Donc, clairement, en tout cas, je pense que c'est pas si simple. Et donc, ma stratégie, c'est clairement de maximiser, d'optimiser les contacts qu'on peut avoir avec les industriels lors des congrès scientifiques, par exemple. Et je pense que la SAT Lutech joue un rôle tout à fait bénéfique dans cette mise en relation avec les industriels. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Laurent. Vous aussi, on vous retrouvera pour une petite séquence de questions-réponses. J'en ai déjà moins une que votre témoignage m'inspire. Une autre dimension, c'est bien évidemment toutes les problématiques qui sont liées à l'eau. Et on va maintenant découvrir une initiative particulièrement intéressante pour prévoir la pollution microbiologique de l'eau. On sait que c'est un enjeu dont l'importance ne cesse de croître parce qu'on se rend compte de l'ampleur du problème de plus en plus. C'est Delphine Guilbault qui est la cofondatrice et PDG de Microbien Environnement qui va venir nous en parler. Microbien Environnement, quand on est sur des thématiques comme celle-ci, le mieux c'est de rendre les choses les plus palpables possibles. Qu'est-ce que vous faites très concrètement ? Alors nous, dans ce contexte de réchauffement climatique, il y a de plus en plus de problématiques de prolifération de microalgues ou de cyanobactéries dans les eaux environnementales, ce qui pose un problème à tous les utilisateurs de l'eau, donc les gestionnaires de l'eau, les professionnels aquacoles, qui vont utiliser une ressource qui est polluée microbiologiquement et qui rend impropre à la consommation, soit l'eau, soit leurs produits aquacoles. Donc Microbia se positionne sur ce marché un petit peu innovant, enfin avec une solution innovante qui permet de détecter très précocement les cellules actives vivantes dans l'eau. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de faire tout simplement de la météo de la qualité microbiologique de l'eau. C'est-à-dire qu'on voit tout à fait les proliférations se développer dans l'eau et on donne un temps d'avance aux gestionnaires ou aux utilisateurs de l'eau pour mettre à l'abri leur stock quand il s'agit d'aquaculteurs ou de fermer à bon escient des sites de pompage d'eau potable ou de baignade. C'est un domaine extrêmement complexe. Encore une fois, on a pris conscience du fait qu'il y avait un problème depuis longtemps et on voit que les solutions tardent à émerger parce qu'elles ne peuvent pas être simples. Quelle est l'innovation que vous apportez ? Alors nous, notre innovation, c'est un biocapteur génétique qui va aller détecter des cellules actives vivantes. Et ça se démarque par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise ce qui existe. Voilà, on n'a pas le choix. Les détections se font pour les microalgues toxiques par microscopie optique. Donc ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il faut un taxonomiste qui connaisse bien le domaine soit des microalgues toxiques, soit des cyanobactéries. Ça demande du temps parce qu'il faut préparer les échantillons d'une certaine façon. C'est extrêmement difficile. Donc il y a toujours un décalage entre le moment où on prélève l'échantillon et le moment où on a le rendu de résultats, c'est-à-dire à peu près 2 jours. Nous, à l'arrivée de l'échantillon d'eau, on a le résultat en 3 heures. On a une certitude génétique puisqu'on va aller détecter le matériel génétique actif et on a une autre information que ne donne pas la microscopie, parce que la microscopie donne un dénombrement, c'est-à-dire on compte ce qu'on voit.
Nous, on donne aussi un état physiologique, c'est-à-dire qu'une cellule qui possède ce matériel génétique actif, c'est une cellule qui va être en phase de croissance, en phase de prolifération. Donc on est capable de tracer des tendances de ces proliférations et on apporte de l'information utile aux gestionnaires avec un temps d'avance et on restreint les délais d'action. On est vraiment dans l'anticipation et la prévention, on n'est plus dans la gestion du risque. Ça permet une optimisation de la gestion du risque, pour le coup, comme vous le dites. Exactement. Par exemple, on travaille beaucoup avec le secteur conchilicole et on a à peu près 8 jours d'avance entre le moment où la prolifération commence et le moment où les coquillages sont contaminés et ne sont plus bons à la consommation. C'est-à-dire que pendant 8 jours, ils peuvent retirer leur production de l'eau et les mettre à l'abri. Donc, non seulement ils y gagnent en termes économiques parce qu'ils mettent à l'abri leur chiffre d'affaires, mais ils garantissent une qualité de produit à leurs consommateurs et ils sont en deçà du volet réglementaire qui est assez contraignant en France. Et du coup, on donne quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui grâce à de l'innovation. Quand on connaît ce secteur, et en tant que breton, j'ai quelques repères dans ce domaine, c'est effectivement quelque chose qui change le jeu, hein, comme disent les anglo-saxons. Alors, on est dans un cadre, bien évidemment, où on voit l'innovation et cette rencontre entre la recherche publique et les entreprises sous les auspices de l'université. Qu'est-ce qu'elle change, l'université? Qu'est-ce que change Sorbonne Université dans cet écosystème que vous êtes en train de bâtir et de faire évoluer? Alors, étant issue du milieu universitaire moi-même, ayant travaillé comme salarié à l'université Paris-Sorbonne, déjà c'est un confort, parce que quand on crée son entreprise, c'est un peu un saut dans le vide, on ne sait pas où on va, on ne connaît rien, et heureusement, parce que sinon je pense qu'on ne se lancerait pas. Et donc ça apporte un confort, parce qu'on reste quand même dans un contexte scientifique avec nos collègues. J'ai la chance d'être hébergée sur le site de Banyuls à l'incubateur, donc il y a quand même tout ce qui est logistique aussi, parce que créer un laboratoire de biotechno de zéro, autant dire qu'au niveau financier, c'est très compliqué. Donc on a ce confort de l'hébergement logistique, on a le confort d'être avec les collègues, on est en relation avec un réseau, comme ça a été précédemment dit. On est toujours dans un milieu où il y a beaucoup d'émulation, de réflexion, on reste au contact des dernières technologies, des évolutions. Et en même temps, on apprend à connaître notre marché parce qu'on est dans ce confort-là. Et puis voilà, sans l'université, je pense que je n'aurais pas pu créer dans de bonnes conditions cette société. Je ne sais même pas si on en serait là aujourd'hui. Au-delà de l'université, je me permets cette question complémentaire. Il y a une logique qui est déterminante pour les territoires. Les collectivités rentrent également dans cet écosystème ou elles sont un peu plus passives? Ça commence à être plutôt actif, mais c'est long. Il y a toujours un décalage. C'est l'expérience qui m'amène à vous poser cette question, parce que je sais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Oui, il y a un grand décalage entre, on va dire, l'opérationnel et puis l'application, on va dire, politique. Entre les discours voilà. et les actions vraiment concertées. Et on fait plus, on a une grosse partie où on prend son bâton de pèlerin pour aller sensibiliser le monde politique plus, hein, parce que le grand public est déjà très sensibilisé et déjà très touché par tout ce qui est innovant et tout ce qui est en relation avec l'environnement et la protection de l'environnement, et notamment de la ressource en eau, parce qu'on parle beaucoup de pollution plastique, on parle beaucoup de pollution de l'air, on ne parle pas trop de pollution d'eau, et pourtant ça va être le problème du XXIe siècle, hein, parce que déjà, je ne sais pas si on a entendu parler le phénomène de sécheresse, c'est connu, mais les étiages de nos rivières, de nos plans d'eau sont très très bas, donc ça concentre toute la pollution qu'on relargue dans notre environnement, et du coup on a vraiment des proliférations de microbiologie qui sont de plus en plus fréquentes et nombreuses, et on ne sait vraiment pas où on va. Il y a, je pense, aucun de mes collègues scientifiques qui serait capable de vous dire si on va avoir de plus en plus de prolifération ou pas, quel type de bactéries vont prendre le dessus ou d'algues. Il y a vraiment, on est dans un inconnu, un mystère complet avec ces changements climatiques. Et c'est une problématique, ce sont des problématiques de surcroît qui sont mondiales. Je pense à des collègues à vous qui travaillent sur l'épuration de l'eau en Asie, où inutile de vous dire que c'est un problème de plus en plus important. Vos collègues universitaires qui, à Valparaiso, ont imaginé ces systèmes qui permettent de capter la rosée là, à flanc de colline pour combattre l'aridité dont est victime la région. C'est un domaine, malheureusement, où les innovations sont multiples et vont être plus nécessaires que jamais. Pour celles et ceux qui pourraient avoir envie de marcher sur vos traces et de se lancer dans une aventure comme celle-ci, on a bien vu effectivement, vous avez parlé de saut dans le vide, pour que ce ne soit pas trop angoissant, quels conseils vous pourriez partager?
Bon, déjà, il faut avoir un peu l'esprit d'aventure et d'exploration. Alors, les scientifiques sont des explorateurs nés. Il faut un petit peu être aventurier. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour apprendre, parce qu'on n'est pas formé pour être la partie entrepreneuriale, administrative, juridique. Je dirais en France, on a un petit défaut de formation là-dessus. Mais on peut se faire accompagner justement pour ça. Oui, il faut être super accompagné. Donc, si vous avez des incubateurs universitaires, pour moi, c'était un peu plus différent parce que c'est plutôt des incubateurs locaux. C'est très bien de se faire accompagner sur ces aspects-là parce qu'on a quand même pas mal de difficultés administratives. Il faut être assidu, il ne faut pas avoir peur de travailler. On travaille déjà beaucoup en tant que scientifique, mais je vous assure qu'en tant qu'entrepreneur, ça n'a strictement rien à voir. Je pensais que je travaillais déjà beaucoup, mais en fait, on repousse nos limites. Mais chercheur, c'est déjà le projet d'une vie. Si on rajoute entrepreneur, c'est le projet de 2 vies. Donc, voilà. Il vaut mieux être un peu informé. Et il faut avoir envie de créer sa société, que ce soit son bébé, il faut que ce soit son 3e bébé, sinon on ne s'investit pas suffisamment pour réussir. Parce qu'en général, quand on crée, on veut que ça perdure et on veut pérenniser le projet. Et je crois qu'il y a 3 mots-clés sur lesquels vous souhaitez insister, c'est équipe, équipe, équipe. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit quand j'ai débuté. Je n'ai pas vraiment compris. Moi, ça me paraissait évident. Puis je me demandais pourquoi 3 fois. En fait, c'est que quand on emmène des gens dans un projet comme ça, il faut vraiment que les objectifs et les visions soient alignés. Alors, on peut avoir des priorités différentes dans la vie, mais il faut vraiment que les gens qui intègrent votre société ne soient pas là pour faire du 9h-17h, parce que ça ne marche pas du tout. Il faut qu'ils soient vraiment pris dans le même rêve que vous, la même vision, la même dynamique, et surtout qu'ils aient le même niaque, comme dirait Philippe. Il faut vraiment avoir envie de participer. C'est vraiment comme une équipe des sports, en fait. Quand on fait du sport, que ce soit en solo, mais aussi en sport d'équipe, on n'y arrive pas tout seul. Il faut un groupe, il faut du coaching, il faut un encadrement et il faut avoir des gens solidaires qui n'ont pas peur de se prendre des coups bas, des difficultés, parce que c'est un peu un parcours du combattant. Mais quand on le fait en équipe, dans une bonne ambiance, on en profite, on est heureux et le projet se passe bien. Voilà. Mais un dirigeant de PME, et qui ensuite s'est bien développé, m'a dit un jour mon défi quotidien, c'est de faire en sorte que mes collaborateurs soient en fait des co-entrepreneurs. C'est un peu ce que vous nous dites là. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Delphine. Restez là. Charlotte, David, Laurent, venez nous rejoindre pour cette séance de questions-réponses. Et apparemment, ça ne me surprend pas, vu la thématique environnementale qui nous concerne toutes et tous, il y a pas mal de questions qui vous sont adressées. Une première, c'est une question de fond. Est-ce que les LabCom ont vocation à remplacer les départements R&D des entreprises? Vous n'avez pas 4 heures, vous avez 2 minutes chacun pour me répondre. Qui veut s'y coller? Charlotte, peut-être. Charlotte, David, éventuellement vous pouvez répondre en duo, vous l'avez très bien fait tout à l'heure. C'est une très bonne question. Je suis d'accord, c'est pour ça que je la répercute. Ouais. Je ne sais pas si ça a vocation à remplacer. En tout cas, ça a le mérite de stimuler des rapprochements. Ce n'est pas les seuls systèmes de mise en place qui permettent de rapprocher les universités, les entreprises privées. Mais en tout cas, dans le panel des ANR, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir depuis des années, c'est quand même l'appel d'offres qui me paraît le plus lisible en termes de rapprochement entre entreprises privées et académiques. Charlotte, vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Et Laurent également sur ce sujet. Alors après, un remplacement pur et dur, non. Je pense pas. Parce que globalement, dans notre branche, on a toute une partie dans le développement, on met aussi tout ce qui est homologation de produits. Et donc ça, c'est vrai que peut-être que les laboratoires ne pourront pas vraiment remplacer ça. Et c'est une énorme partie de notre activité. Mais en termes de recherche fondamentale, la question se pose, honnêtement. Delphine, est-ce que vous avez l'impression effectivement d'être une sorte de supplétif de la R&D insuffisante des entreprises dans le secteur de l'eau? Pour répondre à la question autrement, je pense qu'on ne peut pas remplacer des laboratoires de recherche publique parce que c'est une autre profession que ce qui est fait en R&D en entreprise. Les entreprises ont besoin de la recherche fondamentale avec vraiment les réponses aux questionnements écologiques
et la compréhension du monde, des écosystèmes, de qui est là, comment ça fonctionne et pourquoi et qu'est-ce qui peut déséquilibrer. L'entreprise, c'est plutôt de valoriser cette recherche fondamentale en la transformant en un produit. Donc c'est vraiment de la recherche appliquée et de passer du fondamental, je vous le dis parce qu'on est en plein dedans, à un produit qui est sur le marché, c'est encore de la recherche et c'est vraiment quelque chose de très différent et on est aussi beaucoup cadré par tout ce qui est certification, réglementation, parce que surtout quand on est dans le sanitaire comme nous, il y a un enjeu énorme derrière de santé. Donc non, je pense que ce sont des recherches complémentaires et ça vaut vraiment le coup d'essayer d'élaborer des partenariats, des stratégies, de travailler ensemble, parce que j'ai toujours l'habitude de dire tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Laurent, votre point de vue, vous qui collaborez avec un mastodonte comme Total? Oui, effectivement, non, je pense que les LabCom, c'est très bien pour la recherche partenariale, mais il ne faut surtout pas essayer d'imposer un modèle au reste, il faut garder la diversité. Comme on disait tout à l'heure sur l'entrepreneuriat, il n'y a pas de modèle unique, quoi, en fait. Voilà, les industriels, ils ont besoin aussi de faire leur recherche dans leur coin, ils n'ont pas besoin de nous pour certains aspects, et on a besoin aussi de recherche académique où on n'a pas besoin des industriels. Vous me permettez peut-être une question, là aussi, qui ne vient pas de la salle, mais je pense que peut-être elle traverse certaines têtes. On parle souvent de la différence des temporalités. La temporalité de la recherche n'est pas tout à fait la temporalité de l'entreprise. Si on rajoute la temporalité du politique sur le domaine écologique, c'est encore un facteur de complexité. Comment on s'en sort? Delphine, je vous vois, ça vous évoque des souvenirs, visiblement, ma chère. Oui, c'est 3 temporalités différentes et le chef d'entreprise, en fait, son job, c'est d'essayer de faire un équilibre entre tout ça. D'une part, parce que dans la recherche fondamentale, c'est vrai que souvent, les chercheurs sont très loin de la réalité des problèmes de Monsieur Tout-le-Monde et de l'envie de Monsieur Tout-le-Monde, parce que des fois, les gens sont avec les yeux dans les étoiles, avec des petites étoiles, parce qu'ils voient, chercheur, c'est génial, il solutionne tous les problèmes du monde, mais des fois, ils ne voient pas concrètement dans sa maison comment ça peut lui servir. L'entrepreneuriat, en fait, c'est une question purement capitaliste, on va dire. C'est que si on ne vend pas, on n'existe plus. Donc, il faut vraiment qu'on puisse transformer tout ce qu'on développe en valeur ajoutée, donc en prestation de services. Quitte à faire le pivot qu'on évoquait tout à l'heure pour trouver sa source de revenus, qui n'est pas forcément du domaine initial de la recherche et du développement. Et les politiciens, donc c'est bientôt les élections, et on voit que là, ils sont un peu plus actifs, mais souvent, ils ont très peur de se mouiller pour changer véritablement les choses. Ils attendent de voir les réactions du grand public pour bouger la plupart d'entre eux. Après, il y a des exceptions. Moi, j'en connais quelques-uns qui font des choses extraordinaires sur leur territoire, mais ils sont trop peu nombreux, et il y en a beaucoup qui disent « Non, mais les gens, ça ne les intéresse pas, les problèmes environnementaux ». Et je pense qu'il y a vraiment un décalage de pensée et donc d'action dans le temps sur ces aspects-là. Le binôme Charlotte, David, vous êtes toujours en face sur vos agendas? Non. J'aime bien, voilà. Comment ça, la vraie vie. Au concret, oui, tous les jours, on arrive à bien évidemment très facilement se trouver, se rencontrer, discuter, travailler ensemble. Mais la temporalité, effectivement, les objectifs finaux ne sont pas les mêmes. Et pour des raisons parfaitement recevables des deux côtés, du reste. Voilà. Exactement. On n'a pas les mêmes pressions. Côté SBM, bien évidemment, il faut sortir des nouvelles solutions, il y a un business plan, la vie d'une société. Côté universitaire, on a cette liberté de pouvoir décider de travailler toute une vie sur une molécule, sur un aspect, et ça ne va pas forcément en phase avec le calendrier d'une entreprise, forcément. Et Charlotte, vous semblez gérer malgré tout sereinement. Hein, donc, non, mais après, justement, d'avoir des labcoms, d'avoir ce partenariat, ça permet, moi, je trouve, d'accélérer quand même un petit peu. Parce qu'au lieu qu'on développe dans son coin, entre guillemets, quelque chose d'intéressant, et ensuite d'aller le proposer, de se dire, attendez, l'entreprise qui va dire, non, ça ne m'intéresse pas, travailler autre chose, et de perdre du temps. Là, on est vraiment en binôme, et de travailler sur quelque chose d'intéressant tout de suite, entre guillemets. Donc ça permet, moi, je trouve, au contraire, de réduire la temporalité. Pardon. On va prendre 2-3 minutes de débord, mais je ne peux pas ne pas répercuter cette question qui est clé, en particulier sur ce domaine. C'est comment parvenir à faire davantage participer la société civile aux innovations environnementales. Parce que ça ne peut pas se faire sans eux. Comment est-ce qu'on gère ça? Sur le problème de l'eau, par exemple, Delphine. Alors, c'est de la communication, c'est beaucoup de communication. On voit quand même qu'il y a un changement sociétal dans la prise de conscience, mais ça passe vraiment par les journalistes. Donc, de communiquer sur l'innovation. Sur l'innovation en relation avec l'environnement, il faut savoir que c'est un marché porteur, mais qui va à son rythme parce qu'il y a beaucoup de discours et pas beaucoup d'actions. Et quand il y a des actions, elles sont
très pauvrement financé comparé au médical ou aux ressources énergétiques. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, c'est plutôt le consommateur, l'utilisateur qui doit prendre les choses en main et puis faire entendre sa voix pour changer l'état des lieux sur ces innovations et leur arrivée sur le marché. Laura, un point de vue sur ces questions, vous qui travaillez en lien avec le monde des pétroles, c'est un domaine où on est tous en pleine contradiction, quoi. C'est-à-dire qu'on aimerait en finir avec les énergies fossiles et puis en même temps on voudrait bien garder les mêmes fonctionnalités, notamment pour ce qui concerne nos bitumes. Comment est-ce que Total travaille avec, vous êtes en contact d'une manière, même indirecte, avec la société civile ou en fin de compte, dans votre domaine, non? Franchement, moi, on est là pour partager la vraie vie. Hein. À titre personnel, je ne suis pas en contact avec la société civile. Vraiment, j'essaye de vulgariser mes travaux, effectivement, mais ça va plus dans ce sens-là. Après, la politique vis-à-vis des hydrocarbures, moi, je vais à vélo tous les jours. Ça commence à l'échelle individuelle. Si on veut que les choses changent, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir déjà. C'est consommer moins de pétrole. Et dans votre domaine, puisqu'effectivement ce sont des applications très concrètes, ne serait-ce qu'avec la société civile, pas forcément même au sens large, mais déjà les professions agricoles, comment est-ce que ça se passe? Alors, ça, c'est plutôt Charlotte. Les deux. Vous n'allez pas vous définir, mon cher David. Ouais, grosso modo, c'est un peu l'intérêt de ce type de partenariat, c'est que oui, on a des retours forcément du grand public, des agriculteurs. SBM est pas mal en interaction, bien évidemment, avec ce type d'utilisateurs des produits. Et donc, effectivement, quelque part, il y a une remontée de l'information. Moi, j'ai envie de dire aussi que si on parle de communication, il faut que ça soit dans les deux sens. Et du coup, les utilisateurs, le grand public a aussi un droit de l'information. La connaissance est assez exponentielle en ce moment dans tous ces domaines-là. Et donc, du coup, on a aussi ce devoir de clarifier les messages, d'envoyer une information vraie, parce qu'on commence à avoir des fois des interprétations, des messages un peu déformés, qui fait que du coup, on ne sait plus trop comment se positionner par rapport à toutes ces thématiques environnementales. Donc, le dernier mot pour Charlotte, vous qui êtes vraiment à l'interface concernant ces questions, avec les différents acteurs. Oui, je crois que la clé, c'est ça, c'est la communication. Surtout dans notre domaine où il y a beaucoup de choses qui se disent et parfois pas tout, et il y a une absence de débat, je trouve, où il y a beaucoup de passion et donc peu d'informations vraiment scientifiques qui viennent étayer ces informations-là. Donc je pense que la communication aussi est très importante et c'est ce qu'on essaye de faire auprès des agriculteurs qu'on conseille ou de nos jardiniers amateurs. Merci infiniment à toutes et tous de votre participation, nous avoir fait partager, rendre tangible, encore une fois, les expériences, les aventures, je reprends le terme de Delphine, qui sont les vôtres. On peut applaudir nos 4 intervenants. On va marquer une pause, vous allez pouvoir reprendre des forces, vaquer éventuellement à des activités qui ne sont pas en lien avec ce débat. On se retrouve à 14h15 pour 2 nouvelles séquences sur 2 thématiques, elles aussi emblématiques, la culture et le patrimoine d'un côté, et ensuite la santé. À tout à l'heure.